Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Livre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité au sein de votre magazine En quête de sens. Pour vous parler d'un livre aujourd'hui, Les croisés de la contre-révolution. Un livre qui est assez édifiant, vous allez le voir, avec une quasi-interdiction de l'IVG en Pologne, un recul des droits sexuels et reproductifs en Amérique centrale et aux États-Unis, une propagande et des actions homophobes en Europe centrale. Eh bien, la liste est longue des attaques contre nos droits fondamentaux. Ce livre, il est écrit par François Fink. Bonsoir François. Bonsoir. Bonjour, proche du front. Pourquoi je dis bonsoir? Bonjour François Fink. Bonjour. Donc vous avez écrit ce livre, Les croisés de la contre-révolution. Vous êtes chargé de plaidoyer dans les affaires européennes et internationales au Centre d'action laïque et titulaire d'un doctorat en droit international de l'Université de Strasbourg. Et avec nous, pour aborder ces questions que connaît très bien Jérôme Jamin, nous avons notre politologue et professeur de l'Université de Liège, ici sur le plateau, spécialiste des États-Unis et des populismes. Bonjour Jérôme Jamin. Bonjour. Alors on va commencer avec vous François, évidemment, parce que les origines de ce livre, vous allez les puiser où? Alors, il y a trois axes, je dirais. Le militantisme évangélique aux États-Unis, le durcissement d'un Vatican de Jean-Paul II et des croisades aux valeurs chrétiennes de Vladimir Poutine. Ce sont les trois axes de votre livre. Quel est le schéma que vous avez voulu dessiner et pourquoi vous attaquez à ces croisés de la contre-révolution aujourd'hui? Eh bien, comme vous le dites, nous assistons à une confluence, une convergence entre des mouvements très conservateurs, voire fondamentalistes, dans les trois principales dénominations chrétiennes, donc évangéliques, protestantes aux États-Unis, catholiques et orthodoxes, et qui se traduisent par un activisme beaucoup plus important sur la scène internationale, et également dans un certain nombre de pays qui sont particulièrement ciblés, qui visent à réduire, à limiter, voire à interdire à terme le droit à l'avortement, à limiter les droits des personnes LGBT, etc., etc. Donc on a une véritable convergence, mais non seulement une convergence idéologique, mais également une coordination pratique. Donc ce sont des mouvements issus de ces trois grandes religions qui se coordonnent, qui se rencontrent, qui ont des liens réguliers entre eux, et également avec le pouvoir politique dans un certain nombre de pays. On aurait pu croire qu'elles étaient en guerre, ou en opposition en tout cas. Que nenni, vous le dites, hein, elles se lient aujourd'hui. Et elles sont dangereuses, évidemment, puisque leur union est tout à fait dangereuse. Alors, citez-nous, quelles sont aujourd'hui les organisations actives aux États-Unis et en Europe ? Alors revenons sur ce point, on pourrait les croire opposés, mais effectivement on voit que quand il s'agit de combattre ce qu'ils appellent idéologie gender ou idéologie LGBT, etc., les divergences théologiques n'ont aucune importance. Là, c'est vraiment ce qui est défini, c'est la lutte contre le progressisme au sens large du terme. Donc effectivement, là, il n'y a aucun problème d'œcuménisme qui vient très, très facilement. Donc les principales organisations, on a des organisations américaines, comme l'American Center for Law and Justice, donc Centre américain pour le droit et la justice. Avec des titres éloquents, on en reparlera tout à l'heure aussi avec Jérôme Jamin, du langage utilisé évidemment, qui est très important. Ou Alliance Defending Freedom, donc l'Alliance pour la défense de la liberté, donc des noms tout à fait, qui sont des organisations très militantes et qui ont adopté une tactique qui est très efficace dans le contexte américain qui est assez spécifique, qui est la tactique judiciaire, de multiplier les procès devant les tribunaux pour essayer de changer le droit. L'organisation Alliance Defending Freedom, par exemple, a pour objectif d'ailleurs de changer la culture par le droit, en essayant d'influencer le droit avec des éléments de la culture chrétienne pour que le droit reflète les valeurs chrétiennes dans leur définition de ces valeurs, bien entendu. Donc ça se passe aux États-Unis, mais chez nous aussi. Alors chez nous aussi, tout à fait. En Europe, il y a des organisations très, très importantes, comme Citizen Go, par exemple, qui se définit également comme une organisation de citoyens qui veulent changer le monde de manière très idéaliste. Citizen Go, c'est en réalité une organisation fondée par des catholiques fondamentalistes et qui ont des liens avec, en même temps, les évangéliques américains, les orthodoxes. Cette organisation est très intéressante, car dans ce conseil d'administration, on a un Américain membre de l'Organisation internationale de la famille américaine, qui est donc un évangélique, également un Russe représentant de courants orthodoxes fondamentalistes russes et représentant d'oligarques proches de Vladimir Poutine, et donc des catholiques, surtout espagnols, à la base d'une organisation qui est apparue en Espagne en opposition aux réformes
prise par José Luis Rodríguez Zapatero dans les années 2000. Alors vous le dites, effectivement, des intitulés dont il faut se méfier, comme l'Institut européen des sciences sociales, qu'on pourrait croire tout à fait dans une recherche avancée pour nos sociétés, mais qui est à caractère religieux intégriste, dont son président, Francesco Pignata, d'ailleurs, vous dites, est docteur en droit à l'Université de Strasbourg et avocat. Donc on voit qu'il y a un réel danger, en tout cas dans les intitulés. Mais alors, avant de passer à le cas États-Unis plus spécifiquement, François Fink, que veulent ces groupes aujourd'hui? Vous dites dans votre ouvrage qu'ils veulent peut-être même un Moyen-Âge idéalisé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, j'entends par là le fait que souvent, quand on creuse un petit peu, disons, l'idéologie ou sa déclaration au moment de ces groupes, on sent que pour eux, le mal est à rechercher disons, les Lumières. Hein, donc ça va très loin. Ils remettent en cause un peu le progrès, les progrès qui ont été réalisés dès l'époque des Lumières. Donc c'est pour ça que je parle de Moyen-Âge idéalisé. C'est particulièrement clair dans le cadre d'une organisation dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Tradition, Famille et Propriété, une organisation catholique, d'inspiration catholique extrêmement fondamentaliste, qui clairement a pour idéal la société du Moyen-Âge, où les choses étaient bien claires, par ordre, chacun dans son ordre, etc., dans son ordre social, disons qu'il n'y avait pas de problème et chacun connaissait sa place. Donc, d'où cette expression. On le verra évidemment. Ce qu'ils recherchent fondamentalement, c'est le pouvoir. Hein, on s'en doute. Jérôme Jamin, vous êtes spécialiste des États-Unis. Ce n'est pas nouveau hein, dans vos recherches. Fondamentalement, vous connaissez un peu cet intégrisme fondamentaliste américain. Que recherchent ces gens? Donc, non seulement ceux qui dirigent ces groupes et qui essayent et qui tentent d'influencer la politique américaine, comme disait François, mais aussi européenne. Que cherchent ces groupes et pourquoi est-ce que les gens adhèrent à ce qu'ils proposent? De quoi les gens ont-ils peur, finalement? Alors, il y a une diversité de mouvements, de groupes, de courants et d'individus. Mais ce n'est pas spécialement utile de faire un tableau des nuances entre eux. Ce qui est important, c'est ce qui les rassemble, comme mon collègue vient de le mentionner, car face à certains ennemis, ils sont tous ensemble, il n'y a pas de divergence de vue. Moi, je crois que ce qui explique un tel engouement aux États-Unis, mais également en Europe, c'est juste que la construction, les pays, l'histoire européenne est différente, mais il y a quand même de fortes ressemblances sur cette volonté de se rassembler autour d'un combat. Ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir remettre du fondement indiscutable et sacré sur la place publique et par extension dans les constitutions, dans la loi, dans la culture, dans la programmation médiatique, etc. Et ce que les gens cherchent, c'est du fondement, c'est-à-dire quelque chose de solide qu'on ne remet pas en question. Pourquoi est-ce que eux, avant de parler de ce que les gens cherchent, pourquoi est-ce qu'eux, ils veulent faire ça? Parce qu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, ce ne sont pas tous des manipulateurs. Certains croient sincèrement les menaces qu'ils identifient et se battent sincèrement contre ces menaces sans chercher à nous manipuler. Donc, certains centres d'études peuvent paraître loufoques quand on sait ce qu'ils font et comment ils s'appellent, mais ils le font parfois sincèrement parce qu'ils croient sincèrement qu'ils font de la recherche qui va sauver l'humanité face à une menace. Et quand je dis qu'ils cherchent du fondement, pourquoi? Parce que d'abord, la mondialisation détruit toutes sortes de choses. Identité, rapport à la nation, rapport à l'histoire, etc. Ça, on le sait tous, et on sait tous qu'il y a des gagnants et des perdants par rapport à la mondialisation, et certains qui perdent beaucoup cherchent à au moins ne pas perdre leur identité. Ensuite, il y a la migration qui est perçue comme certains comme un destructeur d'identité, un destructeur d'histoire commune, destructeur de langue, destructeur de projets communs. La toute-puissance du marché et de la finance fait que ce qui était perçu avant comme sacré, l'être humain, l'homme, la femme, les enfants, devient marchandise. Et puis, en plus de tout ça, certains veulent encore aller plus loin et veulent instaurer du relativisme. Finalement, n'est homme que celui qui se veut être homme, et s'il se sent femme, il a le droit de le dire, etc. Alors, ça mène à toutes sortes de débats, de politique, et parfois ça passe dans le droit, également dans le camp adverse, parce que si ces mouvements fondamentalistes cherchent à changer le droit, il faut savoir aussi qu'en face, il y en a qui, par exemple, cherchent à faire en sorte qu'il puisse y avoir désormais des toilettes pour les femmes, des toilettes pour les hommes, et des toilettes pour ceux qui ne sont ni hommes ni femmes. C'est un combat, un autre type de combat, mais qui a un impact sur le droit et sur la vie quotidienne. Et donc, ces gens, je crois qu'ils sont terrorisés à l'idée que non seulement les grands fondements sont menacés depuis
des décennies. Mais en plus, maintenant, on s'attaque à ce qui nous reste. C'est quoi la famille? C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? C'est quoi la vie? Avortement, euthanasie, etc. C'est quoi un enfant? C'est quoi l'éducation? C'est quoi un homme, un paternel, un père de famille? Quand on veut être blanc, mâle, père, courageux, audacieux, père de famille, on est traité de machiste, de sexiste, de raciste. Mais comment peut-on survivre si jamais, dès qu'on assume cette simple identité, nous sommes accusés par eux? Donc en fait, ils veulent du fondement, si possible, pas toujours, mais du fondement sacré, parce qu'ils estiment qu'il y a une décadence et une dégradation généralisée. Et ceux qui adhèrent à ces mouvements, ce sont des gens très, très, très variés. Il y en a qui sont simplement xénophobes, il y en a qui ont de sérieux problèmes d'identité, il y en a qui sont en manque de spiritualité. Et tous ces gens, ils ne demandent qu'une seule chose: donnez-nous des fondements indiscutables dans un univers inquiétant où tout se vaut et où tout est vu. Donc vous voulez dire, Jérôme et François, que si nous vivions dans un monde parfait, sans crise, sans conflit, ou en tout cas un monde apaisé, où les gens auraient moins peur, ce genre de mouvement aurait peu de répondants, en tout cas n'existerait peut-être pas, François? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. Effectivement, déjà sur la sincérité d'un certain nombre de membres de ces mouvements, c'est vrai, ça, je ne vais pas remettre ça en cause. Après, il y a des personnes plus cyniques qui utilisent ces mouvements comme certains dirigeants politiques, ça on peut en discuter plus tard. Après, c'est un monde idéal, bon, peut-être bien. Bon, tous les idées qu'il y a un certain nombre de... Comment dire, il y a aussi des peurs qui sont peut-être compréhensibles, qui sont aussi des réactions à des progrès qui sont aussi légitimes, dans le sens où, comme vient de le dire Tout va trop vite, ce monde va peut-être un peu trop vite. Comme vient de le dire Jérôme, mais c'est aussi une réaction parfois, oui, effectivement, à certains progrès, ça c'est possible. Et la mondialisation, ça veut dire que Internet a fait aussi que la mondialisation, ce village global, puisse offrir la communication entre les différents pays. Est-ce qu'on voyait moins cela il y a 40-50 ans? Ça, c'est bien possible. Juste pour dire aussi sur ces peurs, après, c'est vrai qu'il y a des peurs qui sont sans doute aussi compréhensibles, mais qui sont aussi parfois manipulées par certains agents politiques, acteurs politiques. On voit ça en Pologne, par exemple. On s'assure qu'il y a des peurs face à des changements rapides, mais qui sont ensuite manipulés, augmentés par le... Pour asseoir un pouvoir. Pour asseoir un pouvoir. Jérôme, est-ce que fondamentalement, on pourrait dire aussi que la laïcité fait peur, puisqu'on est quand même dans une émission du Centre d'action laïque. Est-ce que la laïcité fait peur? Oui. Par rapport à une religion qui ne serait pas la mienne? La laïcité fait peur parce que, il faut bien se dire, puisque nous sommes entre laïcs, qu'on oublie souvent que dans notre mouvement, on ne balaye pas tous les fondements. On balaye les dogmes et des fondements qui nous paraissent douteux, et notamment certains discours religieux qui répondent trop bien à nos angoisses. Et on se dit, c'est pas possible, c'est trop beau, j'ai pas envie d'adhérer à ça, j'y crois pas. Mais on ne balaye pas tout. On a un certain nombre de fondements qui peuvent être le libre examen, l'interrogation illimitée, la volonté d'avoir des valeurs humanistes. Il y a un certain nombre de choses qui subsistent et sur lesquelles nous travaillons, tout en ayant mis de côté un certain nombre de dogmes ou de discours religieux que l'on trouve douteux. Donc on élimine certains fondements et on a d'autres types de fondements qu'on utilise pour évoluer. Ça, c'est facile parce que nous, on connaît le mouvement. Mais quand on est à l'extérieur, on voit des gens dans la rue qui disent il faut défendre les droits des homosexuels. Et puis on ne les voit plus. Et quand ils réapparaissent 1 an plus tard, c'est pour défendre l'égalité homme-femme. Et puis 2 ans plus tard, c'est pour critiquer le pape. Vu de l'extérieur, les gens se disent mais ces gens-là, ils veulent tout détruire. Et ils se disent ces gens-là n'ont pas de fondement. Ils veulent d'abord mettre l'homme et la femme à la place de Dieu. Et ensuite, ils disent que l'homme et la femme, c'est relatif. De toute façon, une femme peut être un homme, homosexuel, transgenre, tout ça, tout se vaut. Il n'y a plus de hiérarchie dans la société, dans la famille, etc. etc. Perte de repères. Perte de repères. Et donc, vu de l'extérieur, ils se disent, en fait, les laïcs, ils ont un agenda de destruction des fondements pour mettre un monde fait d'individus atomisés, sans valeur, transformés en marchandises, voyageant entre pornographie, homosexualité, débauche. Et vu comme ça, on fait peur. Oui. Si jamais c'est ça, ça leur fait peur. Et on ouvre la porte au grand remplacement, peut-être aussi. Et en plus, comme nous ne sommes pas réputés hostiles à l'immigration, on peut aussi être peut-être des agents du grand remplacement. Et donc, il y a vraiment moyen, pour celui qui ne cherche pas à comprendre le mouvement laïque belge francophone, parce que, évidemment, si on va en France ou ailleurs, c'est différent, mais si on se contente de la laïcité organisée chez nous, si on la regarde uniquement à travers certaines de ces manifestations et certaines de ces actions,
c'est assez facile de dire, en fait, ces gens n'ont aucune valeur, aucune norme, aucun repère, ils n'ont aucun fondement et ils veulent détruire ce que nous avons réussi à préserver. Alors, on avait compris, et on peut comprendre ces peurs-là, qui sont fondées et légitimes, comme vous le disiez, François. Après, il y a effectivement, et c'est à ça qu'il faut faire attention, tout ce pouvoir et cette reprise par les politiques qui est très dangereuse. On le verra avec Trump, puisque vous êtes spécialiste, et peut-être aussi avec Joe Biden, qui est dans la continuité. François, pourquoi est-ce que le pouvoir asseoir son pouvoir, justement, ou une dictature, avec ces fondamentaux-là, est possible et dangereux? Eh bien, simplement, on voit qu'il y a un certain nombre de dirigeants politiques, comme exemple assez clair en Union européenne, Viktor Orban en Hongrie, qui, personnellement, paraît-il, Viktor Orban n'est pas particulièrement croyant ni pratiquant, hein, ni particulièrement conservateur. C'est un plan personnel, mais qui a vu un intérêt politique à favoriser le conservatisme sur un certain nombre de points, et également à définir un ennemi. Les pouvoirs autoritaires ont toujours besoin d'un ennemi contre lequel mobiliser la population. Donc là, l'ennemi, c'est devenu, depuis 2015, un peu avant, peut-être l'Union européenne. L'Union européenne qui veut imposer à la Hongrie des immigrés, évidemment des musulmans. L'Union européenne qui veut imposer... qui veut sexualiser les enfants, etc., en leur imposant une éducation sexuelle où on va dire que l'homosexualité est un choix tout aussi légitime que l'hétérosexualité. Enfin bref, etc. Donc on a toute une volonté de mobilisation par des pouvoirs autoritaires. Bon, je ne dis pas que Orban est un dictateur au sens strict, enfin, c'est un pouvoir autoritaire quand même, il est libéral. Après, on a d'autres pouvoirs, quand même encore beaucoup plus autoritaires, comme Poutine en Russie, qui voit dans ces mouvements un moyen de déstabiliser l'Union européenne. Il soutient l'extrême droite, donc, comme le Rassemblement national ou d'autres partis, mais également cette nébuleuse de mouvements qui existent dans les pays européens. Nuire à la démocratie, nuire à l'Union européenne, c'est évidemment un outil de pouvoir pour asseoir son pouvoir sur de longues décennies, parce que le but, c'est aussi de changer les lois, évidemment. Et c'est là que on en revient à ce que vous disiez au début, c'est que l'utilisation, comme aux États-Unis, d'un mécanisme pour changer les lois est très insidieux, et le lobbying européen aussi. Expliquez-nous en quelques mots. Comment font-ils dans leur méthode? Alors, dans leur méthode, ils essayent jusqu'à présent, au niveau purement de l'Union européenne, ils ont quand même un peu moins de succès qu'aux États-Unis. C'est plus difficile. C'est plus difficile, du fait de la structure de l'Union européenne, du fait aussi que certains discours est quand même moins audible dans la plupart des pays quand même de l'Union européenne qu'aux États-Unis. Ils essayent d'adopter les mêmes techniques. L'une est importée des États-Unis, et il s'agit donc d'intervenir devant les tribunaux des pays membres ou internationaux, surtout devant la Cour européenne des droits de l'homme. On a un certain nombre d'organisations comme le Centre européen pour le droit et la justice, qui est une filiale de l'organisation américaine basée à Strasbourg, qui intervient systématiquement devant la Cour européenne des droits de l'homme quand une affaire qui touche une question, par exemple, comme l'IVG, comme l'euthanasie, est en jeu devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et par exemple, une affaire en cours qui concerne la loi belge sur l'euthanasie, dans laquelle certaines organisations sont intervenues comme tierce intervention. Donc c'est une possibilité pour une ONG, quelle qu'elle soit, ou une personne même, de demander à présenter un témoignage, un document devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, c'est un moyen, après ça ne veut pas dire qu'il y aura une influence sur la décision, bien entendu, mais c'est un moyen d'essayer d'influencer le raisonnement de la Cour. Donc on a ce type de tactique devant la Cour européenne des droits de l'homme. Après, on a des lobbying politiques, par exemple à l'ONU, à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. On a différentes techniques. On a aussi une autre forme qui était peut-être plus efficace, plus insidieuse, qui est l'attaque frontale contre ces mêmes institutions. Alors là, on est dans une contradiction complète, parce que d'un côté, des gens comme l'organisation, le Centre européen pour le droit et la justice, European Center for Law and Justice, présentent systématiquement des observations dans les affaires qui les intéressent dans la Cour européenne des droits de l'homme, ils sont d'influencer sa jurisprudence. En même temps, ils attaquent cette même Cour
en disant que les juges ne sont pas indépendants parce que certains juges auraient, par le passé, travaillé pour une organisation qui aurait été en partie financée par George Soros, par exemple. Donc on a ce genre d'argumentations qui sont utilisées les mécanismes, ils utilisent toutes les faiblesses. Pour essayer de décrédibiliser le combat des droits de l'homme, en tout cas à la fin de la poche de George Soros, quand je résume. Ce qui est évidemment pas du tout le cas, mais en fait ça c'est la méthode utilisée pour essayer de décrédibiliser, de calomnier la Cour européenne des droits de l'homme, qu'ils essaient par ailleurs d'utiliser. Et si d'aventure la Cour européenne des droits de l'homme présente une décision, rend un arrêt qui va dans leur sens, ce qui peut arriver, là du coup bien sûr ils vont dire que vous voyez la Cour européenne des droits de l'homme a donné une décision dans ce sens-là. Mais par ailleurs ils n'hésitent pas à la décrédibiliser. Ils ont aussi publié récemment un rapport qui tente de décrédibiliser les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Donc ce sont des experts de l'ONU sur un sujet de droits fondamentaux, par exemple sur un rapporteur spécial sur le droit à la liberté de religion et de conscience, Ahmed Shahid, par exemple, qui a été également très fortement critiqué. C'est un peu une des bêtes noires de ce mouvement, car il a des positions plutôt libérales et progressistes. Donc là aussi, ils ont publié un rapport en montrant qu'ils sont plus financés par... ça vient toujours plus ou moins à George Soros, qui est vraiment vu comme le diable en personne quasiment par ces mouvements. Des mécanismes donc empruntés aux États-Unis. Jérôme Jamin, je me tourne vers vous parce que vous êtes le spécialiste des États-Unis, du populisme, des extrêmes. Donald Trump lui-même a utilisé tous ces mécanismes-là aussi. Et pour, juste avant de partir, nommer à la Cour suprême 3 juges très conservateurs. Ça ne date pas d'hier, ces mécanismes-là aux États-Unis? Non, je dirais que c'est un petit peu... C'est fait de façon un peu plus transparente et honnête aux États-Unis. Le lobbying est une pratique très répandue, acceptée et très encadrée d'un point de vue législatif. Et ça fait partie des mécanismes de la démocratie américaine qu'on défende ses intérêts économiques, ses intérêts idéologiques, ses intérêts religieux. Et ça fait partie de la stratégie d'un candidat que d'aller voir qui se bat pour quelles idées religieuses ou philosophiques, qui se bat pour quels intérêts économiques, et d'aller ensuite négocier avec ces différents acteurs pour ensuite obtenir un soutien le jour du vote et éventuellement après renvoyer l'ascenseur. Mais c'est une pratique assez courante, et dans le cas du religieux et des évangélistes, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump n'a pas du tout le profil d'un évangéliste, et donc on pourrait se poser la question, comment a-t-il obtenu un tel soutien? En fait, la réponse est assez simple. Pour les évangélistes, Donald Trump, c'est un personnage qui n'est pas croyant et qui n'a pas une vie exemplaire, mais c'est quelqu'un de très puissant. Et les évangélistes ne doivent pas avoir peur d'utiliser quelqu'un de puissant pour faire passer leur propre agenda, même si la personne puissante elle-même ne respecte pas, par son comportement, par ses paroles, les valeurs en question. Et donc, les évangélistes ont très clairement, avant même l'élection de Donald Trump, été divisés entre ceux qui disaient « nous ne pourrons jamais soutenir ce personnage » et ceux qui se sont dit « on va le manipuler, il est puissant, il maîtrise les médias, il maîtrise la politique, il maîtrise l'argent, il maîtrise donc la culture, parce que celui qui maîtrise les médias et l'économique maîtrise les canaux qui produisent les livres, etc. Et donc, certains se sont dit non, on va l'utiliser, et ça a très bien fonctionné, parce que non seulement ils ont obtenu un certain nombre de choses pendant son mandat, mais ils ont aussi obtenu des nominations à la Cour suprême. Donc ce n'est pas si contradictoire, et c'est tactique et stratégique, et ce n'est pas quelque chose qui se fait dans l'ombre. L'Union européenne gagnerait à être encore plus transparente qu'elle ne l'est. Elle est de plus en plus. Il faut être accrédité pour faire du lobbying. Il y a de plus en plus d'enquêtes sur les députés doivent signaler quand ils rencontrent un lobbyiste, ils doivent signaler s'ils reçoivent des cadeaux, de l'argent, etc. Donc on avance, mais la pratique n'est pas encore bien installée au Congrès américain. Il y a des scandales, mais il y a des scandales parce qu'il y a une loi forte qui fait que le lobbying est accepté, mais il y a des choses qui sont illégales, et de temps en temps, il y en a l'un ou l'autre qui tombe parce qu'il n'a pas respecté les règles. Donc ce n'est pas spécialement mauvais, c'est plus américain, plus libéral, plus capitaliste. Marché des idées, marché des religions, marché des biens et des services. Est-ce que Joe Biden détricote tout cela ou en profite aussi quelque part? À ma connaissance,
D'abord, depuis qu'il est à Maison-Blanche, il a eu d'autres dossiers bien plus urgents que d'essayer de travailler dans ce domaine-là. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait été très actif sur cette question, sauf éventuellement à bloquer des lois existantes avec des ordres exécutifs qui permettent de suspendre l'application de certaines règles. Par contre, on ne peut pas devenir président sans passer un peu par le religieux. Il est absolument impossible d'être élu sans être soutenu par une population croyante. Il est impossible d'être élu en étant athée. Et donc, il a joué cette carte religieuse, mais comme ils l'ont tous fait. Comme au Brésil, Bolsonaro aussi a clairement été élu. Mais il n'a pas joué de la même manière. Il l'a joué, je dirais, de façon assez classique. Alors que Donald Trump, c'est ça qui est paradoxal, a joué une carte religieuse intégrée dans un dispositif sexiste et raciste et une vie personnelle qui ne collait pas du tout avec cette carte religieuse. C'était tactique, mais ça a fonctionné. Alors, c'est transnational, évidemment. On parle des États-Unis, vous parliez d'Orban, de Poutine. Tout ce petit monde s'arrange pour tenir un peu le monde entre leurs mains? Oui, enfin, c'est leur ambition, en tout cas. Pour revenir aux États-Unis, enfin, je pense qu'il y a quand même avec Biden un changement de qualité, quand même. Il est quand même revenu en arrière sur un certain nombre de points. Par exemple, sur l'administration Trump avait participé à une initiative mondiale au niveau international, donc contre le droit à l'avortement au niveau international, sur laquelle Biden est revenu, quand même. Et revenu à une position plus traditionnelle des États-Unis qui est quand même plus en faveur des droits sexuels et reproductifs. Son administration essaie de bloquer les initiatives qui ont lieu au niveau des États, notamment du Texas par exemple, contre le droit à l'avortement, ce qui est difficile parce qu'il n'y a pas énormément de moyens de le faire simplement. Donc là, on a quand même un changement de qualité aux États-Unis, ça, décidément. Après, essayer de tenir le monde, effectivement, Après, ces dirigeants politiques ne sont pas toujours unis entre eux non plus. Hein. Chacun cherche évidemment à maximiser son pouvoir. Mais effectivement, ce sont des mouvements qui sont clairement exploités dans ce sens-là. Populisme, extrême droite, théorie du complot, évidemment. Et vous évoquiez aussi, Jérôme Jamin, un marxisme culturel. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? C'est une clé de lecture qui peut se greffer sur tout ce qu'on vient de dire, mais toujours d'un mouvement à l'autre, d'un pays, d'un chef d'État à l'autre. Il faut ajouter de la nuance. En fait, le marxisme culturel, c'est une théorie du complot qui laisse entendre que le marxisme économique a échoué avec l'effondrement du bloc communiste à la fin des années 80 et que les marxistes des pays de l'Est, donc les communistes ou les socialistes, parce que derrière marxistes, vous pouvez mettre les communistes, les socialistes, d'un certain nombre de pays, ont décidé, à défaut de pouvoir continuer le combat économique, de transposer le combat dans le domaine culturel. Et les nouveaux prolétaires, ce n'est pas les travailleurs des usines, ce sont les victimes du racisme, les victimes du sexisme, les victimes du machisme, ce sont les homosexuels, ce sont les femmes, ce sont les LGBT, etc. Et le marxisme culturel, ce serait une révolution culturelle discrète, non visible, dont on ne parle pas, qui consiste à protéger tous ces gens, toutes ces victimes, contre l'homme blanc, machiste, raciste. Et Jair Bolsonaro a sorti, c'est une vieille théorie, hein, elle est censée être l'œuvre de l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Marcuse et toute une série d'intellectuels qui étaient dans l'école de Francfort et qui en partie ont fui les nazis et se sont installés ensuite aux États-Unis et ont, d'après cette théorie du complot, fortement influencé les campus américains. Ils ont instauré l'antiracisme, l'antisexisme, la théorie du genre, etc. Et en fait, si vous allez à l'extrême droite, dans certains mouvements populistes, chez Orban, chez Jair Bolsonaro, chez Trump, chez Pat Buchanan, le nativiste américain, il n'est pas rare que tôt ou tard, dans leurs ouvrages ou dans leurs articles, ils évoquent le fait que c'est la révolution marxiste culturelle. Les marxistes sont toujours là, ils ont échoué sur le plan économique. Maintenant, ils se battent dans le domaine culturel pour protéger homosexuels, femmes, etc., contre l'homme blanc, machiste, sexiste, agressif, chrétien. Bon, il va falloir faire attention à tout cela. Évidemment, on arrive déjà à la fin de cette émission et c'est passionnant de vous écouter, messieurs. On prolongerait bien encore une demi-heure. Mais si on veut aller
plus loin dans la réflexion, vraiment, on peut ne que vous conseiller ce livre, Les croisés de la contre-révolution, parce que, évidemment, François, et vous le dites aussi, pour terminer, on doit préparer notre argumentaire. On doit connaître ses ennemis pour pouvoir voilà, garder les fondamentaux qui sont les valeurs des Lumières. Tout à fait. Et sur ce point, si je peux encore ajouter un mot, on n'a pas beaucoup parlé aussi des mouvements de résistance qui s'opposent à cela, et donc qui sont très vifs, très vivants également, et parfois à l'intérieur même des religions. Donc ça, c'est aussi un point que je n'ai pas mentionné dans ce livre. Ce sera votre prochain livre. Mais qui est aussi des mouvements à l'intérieur même de certaines de religions qui tentent de s'opposer à la prise de contrôle des fondamentalistes, qui s'opposent complètement à ce genre de discours. Ce sera votre tome 2. Merci beaucoup François Fink, Jérôme Jamin d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. Merci.